Est-ce que vous avez déjà subi des moqueries à cause de votre nom de famille? Mon nom de famille c'est Tricot et puis pour le reste je vous laisse imaginer. Tricot et tricote. La meilleure qu'on m'ait faite, comment on appelle un tricot qui sort de la douche? Un tricot stérile. Mon nom c'est Caron, donc macaron, c'est trop facile. Moi je m'appelle Tourtel, donc j'avais droit à tourtière ou tartes, des conneries comme ça. Là. Je m'appelle Blanc. Aujourd'hui je le prends avec humour bien sûr. C'est quoi votre prénom? Clio. Donc moi c'est pas mon nom de famille sur lequel on s'attarde. Mon ami. Donc mon ami, qu'est-ce qu'on peut dire? Mon ami Jacques. Ça peut être, non. Mon ami Pierrot. C'était mon ami Pierrot? Non, c'était mon ennemi. Ça c'est encore plus méchant. Alors moi c'est donc Gisard, donc c'était Gisard, vous avez dit Gisard comme c'est Gisard. Après c'était Giscard, hein, donc c'était quand même assez classe. Hein. Bon alors aujourd'hui maintenant c'est Ziza, Z-I-Z-A, c'est ambiance, je l'ai bien vécu. Tu l'as bien vécu parce toi? Que j'aime l'humour. Mais comment? Cronier. Alors, grosse niaise. Je m'appelle Defour. Donc ça va être, on va monter dans les chiffres, ou 2 microns, 3 fours, 4 fours. Son nom de famille c'est Renard et ça rime avec canard. Alors moi on m'appelait Charlotte Canard, Charlotte Coin-Coin. Je m'appelais Galant. Donc on m'appelait la galanterie, la galantine. Et quand on est jeune, on prend tout au premier degré. Mon prénom c'est Maté. Alors Maté, arrête de mater la prof ou je sais pas quoi, va faire des maths. Parce qu'en plus je m'appelle Marx. C'était les adultes. C'était les profs à l'école. Mais c'est toujours quelque chose quoi. Ça passait jamais inaperçu. Voilà. J'ai un pote qui s'appelle Côtelette. Je pense que lui, on a dû se moquer de lui. Aujourd'hui, on est là pour le défendre les retraites et surtout le salaire. Et la génération future, parce que nous, on a fait notre vie. Certes, on demande plus de pouvoir d'achat, mais c'est nos gamins qui vont subir tous ces événements. Là, ça ne s'est pas amélioré avec le gouvernement socialiste qu'on a au pouvoir. Ce qui fait déborder le vase, si vous vouliez, avec un gouvernement socialiste, on pensait qu'on allait avoir du pouvoir d'achat un petit peu, un rattrapage. Là, c'est au contraire, on est bloqué. Moi, j'en parle franchement. Je suis retraité et M. Hollande, il ne sait pas ce que c'est que de vivre avec 350 € par mois à couple. Il a gelé nos retraites depuis longtemps. Et donc, il baisse. Mon député m'a dit que j'avais pas assez de retraite. Ça baisse tout le temps. Voilà, et ça continue. Et quand on a tout payé, il ne nous reste plus rien. On va avoir une révolution bientôt. 1789 ou 1789. Il gèle donc on perd 0,6% puis sur l'inflation cette année. Il y a eu la suppression de demi-part fiscale qui touche beaucoup de femmes. Il y a aussi l'imposition des 10% supplémentaires qui pénalise encore beaucoup de femmes. Donc il en rajoute dans le mauvais sens. On a des petites pensionnées, beaucoup de femmes en particulier, qui ont les plus grandes difficultés à vivre et même à survivre aujourd'hui à cause de tout ça. Et on souhaiterait que le gouvernement revienne sur tout ça. Je leur demande 300 € d'augmentation, 300 € de mise à niveau des retraites. Ça fait 20 ans, on perd 1% par an, ça fait 20% de perdu. Donc ils nous donnent de l'argent et qu'ils les donnent aux retraités. Ça fait travailler l'économie. Il y en a pour eux, il y en a pas pour nous, mais il y en a pour eux. Ils prennent l'argent où il est, ils prennent l'argent chez les riches. Moi je suis là. Ouais, pourquoi? Pour demander à François un peu de pognon. Alors, ou il me le donne tout de suite, ou alors j'adhère au MEDEF, et c'est la seule façon d'avoir de l'argent. On s'est débarrassé de Sarko, mais on ne pensait pas que ça allait si loin, si vite. Hein. Une seule oreille qui écoute, c'est la droite, le MEDEF, la commission de Bruxelles. Le lundi soir, il nous dit qu'il va aller taper du poing sur la table à Bruxelles, réorienter l'Europe. Et le mardi, il dit on va réorienter la France. Oui, je vous dis, il faut remettre en cause le système capitaliste, voilà. Exactement. Il n'y a que ça qui compte. C'est une catastrophe. On est écœurés. Je ne vous parle pas de la réforme des retraites, qui est un pur scandale, quoi. Un pur scandale. Et puis il faudrait parler un petit peu du coût du capital, hein. On n'en parle jamais. On parle toujours du coût du travail et pas du coût du capital. Voilà. La lutte des classes, c'est deux intérêts opposés. Et voilà, et tantôt c'est les uns qui sont les plus forts, tantôt ce sont les autres. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit à notre avantage. On est venu aujourd'hui pour dire au gouvernement que ça suffit. On est venu dire aujourd'hui qu'on est contre le pacte de solidarité et pour son retrait.
parce que c'est une attaque frontale contre la sécurité sociale et le salaire différé qui font la sécurité sociale. Et puis aussi pour le relèvement des retraites, parce que le blocage des retraites, c'est absolument inadmissible. C'est que le début. C'est que le début. Voilà. C'est le début. Hollande, il peut avoir peur. C'est votre commun. Les retraités ne se sont jamais laissés avoir. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est pas un petit bonhomme comme Hollande qui va nous impressionner du tout. S'il trouve qu'on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas de problème. En 2017, on va lui faire voir si on n'est pas assez nombreux. Parce que sans nous, il sera jamais plus à l'Élysée. Il faudra revenir sur eux-mêmes, parce que même si on est nombreux encore plus que ça, ça suffira jamais. N'écoute pas. Peut-être qu'il faudra être plus violent un jour, qui sait. Vous voulez faire peur à Hollande? Et à Hollande et à tous les autres. C'est nous les terribles retraités du pilou-pilou qui montons la mer à Paris. Pilou-pilou. C'est un cri de guerre. Et un cri de femme aussi. Vous les retraités terribles, vous serez ce terrible cri de guerre. On lâche rien. On lâche rien. Je pense que les travailleurs aujourd'hui seraient prêts à des actions plus radicales, prolongées. Mais toute confédération confondue, quoi. Parce que si c'est chacun son tour qui s'arrête, qui fait grève, ça mènera pas à grand chose. Il y en a certains qui ont voté Hollande qui espéraient qu'il ferait le contraire. Ce qu'il avait promis d'ailleurs. Parce qu'on voit que si je ne me trompe pas, il y a combien de recettes fiscales en moins? 14 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, en 2013. On va dans le mur avec Hollande et ce gouvernement. On est catastrophé, alors on est là dans la rue, on va essayer de changer les choses. Non, moi je dirais que M. Hollande, c'est pas bon à rien. C'est mauvais à tout. Si je serais lui, je ferais un référendum. Je m'en irais tranquillement. Changer notre retraite contre une année de leur salaire et puis qui nous montre comment on pourra vivre. Parce qu'une fois on avait écrit au président et sa femme nous a répondu: je vous expliquerai comment économiser. Nicolas Hollande ne respecte pas ses engagements. Que peut-on faire avec un faux cul? Vous présumez, il faut lui botter le cul. Et le faire revenir sur les promesses qu'il avait tenues pendant sa campagne présidentielle où il a tourné complètement le dos. Depuis l'avènement de Hollande, fondamentalement, on n'a pas vu de changement de politique, alors que des solutions, des possibilités existent. Il y a des moyens financiers, il suffit d'aller les chercher et de mettre en cause la politique libérale d'austérité. Il faudrait d'abord le revoir, le gouvernement, parce qu'il marche à côté de ses pompes, je pense. Ah, ça m'énerve, mais c'est parce que mon poste, je peux pas mettre un pavé dedans, donc j'étais à la télévision et puis voilà. Il faut changer de constitution et faire une nouvelle république. Encercler l'Élysée. Déjà, une première chose. C'est un gouvernement aujourd'hui qui entend beaucoup plus de l'oreille droite que de l'oreille gauche. Beaucoup plus. C'est une honte. C'est honteux. C'est une honte. Et dire que j'ai voté pour lui. On espère bien qu'il va l'entendre, parce que sinon on reviendra. On est assez nombreux, j'en sais rien, mais on va lui mettre la tête dans le bocal. Il ne faut pas que ça soit uniquement les retraités qui descendent dans la rue. Il faut que ça soit tout le peuple travailleur. Soyez sans crainte. Aujourd'hui c'est nous et demain elle sera tous là. La poussée du peuple va se faire de plus en plus grande. Mettre des millions de gens dans la rue et lui rappeler, mais avec force et voire, pas brutalité, j'aime pas trop, mais détermination. Voilà, que le peuple l'a élu et qu'il doit entendre le peuple. Voilà. Pour qu'il fasse quelque chose pour nous, il faut faire révolution. Il faut tout faire sauter le temps. Allez, hop, Que Hollande dégage. C'est ça, il n'y a que ça. Hein. Dégage Hollande. Oui, c'est ça. Allez, dehors. Rien n'est à eux, tout est à nous, et puis bientôt ça va changer. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Je vous dirais quand j'y serai. Pas de paradis et pas d'enfer non plus. On est là pendant un moment, puis après on n'y est plus. Puis voilà. On est là, on ne sait pas pourquoi, pour rien, mais ça fait rien, il y a des bons moments, donc il faut en profiter, puis c'est tout. J'ai eu un grave accident, bref, et je m'en suis sortie. On me dit alors c'était comment l'au-delà? Je dis je m'en souviens pas, je sais pas, j'ai pas vu. Si vous pouviez imaginer quelque chose de différent pour votre prochaine vie après la mort? J'espère une vie un peu plus, on va dire, un peu plus paisible que la vie présente, tout simplement. Elle est plus belle, plus rose, plus...
sans guerre, sans, sans chamaillade. Je pense qu'on reste quand même en relation avec sa famille, je pense. Mais pas du tout de corps, non, quelque chose de complètement immatériel, quoi. Devenir un oiseau, voilà, quelque chose un peu poétique, voilà, je sais pas, c'est en tout cas du mieux, beaucoup mieux même. Il vaut mieux croire au paradis, il vaut mieux croire aux belles choses plutôt qu'à l'envers, je sais pas. Hein. Non, j'irai peut-être, je n'en sais rien, si je fais quelque chose de mal. C'est une croyance depuis l'enfance, et pourtant je ne suis pas du tout pratiquante, mais oui, je crois qu'effectivement il y a quelque chose dans l'au-delà, quoi. Après oui, on pourrait imaginer qu'on sur notre planète qu'on ne connaît pas, oui, pourquoi pas, oui, soyons fous si on va, si on va dans une sorte d'au-delà possible où le monde est mieux, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Non. Non Pas du tout. Pas du tout, quand on est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est le néant. J'étais persuadée que je vivais à l'ancienne Égypte. Ah. Donc là vous êtes tombé sur une illuminée. J'aime tout ce qui touche à l'Égypte, donc je suis une malade de tout ça. Donc j'adore l'archéologie, et je suis déjà allée en Égypte et je suis persuadée que j'ai vécu là-bas. Que si j'ai été quelqu'un d'autre avant, je ne sais pas, un marquis sous la Révolution, un ouvrier dans les mines au 19e siècle, enfin, bon, tout est envisageable. La réincarnation, le paradis, il y a plein de gens qui pensent à des choses après la mort ou qui sentent des choses ou qui sentent avoir eu une vie antérieure. Vraiment réponse normande, peut-être ben oui, peut-être ben que non. Hein. Non. À choisir, je serais plutôt de dire oui, parce que sinon la vie n'a aucun sens. Mais finalement, la question de savoir ce qui se passe avant, après, en soi, c'est pas. Je cherche pas de réponse. J'aimerais dire oui, mais je suis plutôt agnostique. Si je me réincarne dans une plante, eh bien, a priori, je serais plus heureux en tant que plante qu'en tant qu'humain, parce qu'en tant qu'être humain, on a aussi l'esprit, donc on peut réfléchir, on peut se poser des questions infiniment. Je préfère vivre bien maintenant qu'après, si c'est possible. Arrête. En vieillissant, on voit les amis partir, la famille, des gens de la famille partir, donc la mort, oui, elle existe. Mais la vie après la mort, ça, malheureusement, non, pas pour moi. Une vie après la mort, oui, certainement, oui. Sûr, mais il y a la vie spirituelle et puis il y a la vie physique qu'on voit maintenant, mais il y a deux vies différentes. Ouais. Après, il faut être ancré aussi dans la vraie vie, quoi. Mais la vie, elle continue, oui, je pense. Ouais. Vous avez déjà expérimenté un objet qui bouge dans une pièce, quand vous mentionnez quelqu'un, tout le monde, je pense, a eu un moment ou un autre quelque chose d'une entité qui ne peut pas expliquer. Enfin, j'en sais rien s'il n'y a plus rien, mais bon, à la limite, la vision qu'on a du paradis, c'est un grand truc tout blanc avec des nuages, ça a l'air chiant. Bon, que Dieu soit en colère et ne pas y croire me déprime, en fait, c'est un peu ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'existe pas, et comme disait, je crois, Pierre Desproges, s'il existait, il faudrait lui faire un procès, non, peut-être. Le traité transatlantique de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, c'est un traité qui va en fait se situer au-dessus de la souveraineté des États. Par exemple, le gaz de schiste, effectivement, les compagnies pétrolières pourraient venir naturellement attaquer l'État français qui actuellement a une loi qui interdit la fracturation hydraulique sur son territoire. Les compagnies pétrolières américaines, canadiennes ou peu importe lesquelles, même les françaises, pourraient attaquer l'État français en disant « votre loi nous empêche de faire du profit, donc on va passer au-dessus parce que, étant donné cet accord multinational, on va faire de la fracturation hydraulique dans votre pays, que ça vous plaise ou non. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous demander des grosses indemnités que vos contribuables vont payer. Et notamment, s'il y a un libre-échange complet entre les États-Unis et l'Europe, eh ben on va bouffer du bœuf OGM, on va bouffer du bœuf aux hormones, on va bouffer des poulets chlorés, mais aussi on va se retrouver avec du gaz de schiste, etc. À partir du moment où une entreprise multinationale dira elle pourra aller devant un tribunal arbitral, mais un tribunal qui ne sera pas de juge, qui sera d'experts nommés dans le cadre du traité. Elle pourra attaquer les États
en disant cette réglementation va contre la libre concurrence et contre la liberté du commerce. En fait, tout a été fait pour que ça soit secret. Et donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à l'hôtel Shangri-La, là, juste au bout de la rue, il y a une réunion avec toute l'élite économique américaine et européenne. Donc il y a le PDG de Total, il y a le PDG de Dow Chemicals aussi. Il y a le commissaire qui est chargé de négocier pour l'Europe dans le TAFTA. Mais il faut payer 1 800 € en fait pour assister à la réunion. Donc l'information est clairement bloquée. On va se permettre d'organiser une réunion secrète à quelques mètres d'ici, juste derrière vous, donc juste devant moi. Une réunion à 16 h, un jeudi en plein après-midi. Quoi de plus discret, quoi de plus banal. Et on a appris l'existence de TAFTA sur des sites internet comme Wikileaks, comme d'autres sites de lanceurs d'alerte. Il faut bien le préciser ici, c'est vraiment une bataille des citoyens européens et américains ensemble contre cet accord transatlantique et contre les multinationales qui aujourd'hui sont écoutées par les instances européennes, sont écoutées par le gouvernement français et nous n'avons pas accès de la même façon qu'eux et loin de là à l'information ou à la consultation et au dialogue. Le capitalisme c'est très bien, que la privatisation de l'eau c'est très bien, que les profits c'est très bien et que les gens riches ils sont très gentils et qu'il faut qu'ils gardent tout pour eux parce qu'ils sont très gentils. Et aussi cet accord transatlantique, c'est l'harmonisation vers le bas qui est en vue des normes sociales et écologiques. Oui, c'est parce qu'ils veulent que notre bien, alors ils prennent les bonnes décisions pour nous. Nous sommes le pouvoir, nous tirons les ficelles, nous dirigeons l'Europe, le Parlement nous mange dans la main. Le TAFTA, c'est nous. Nos amis Europe ou Amérique, pas de soucis. L'argent n'a plus de frontières, juste des paradis pour se planquer. Avec le TAFTA, on est bien parti pour se gaver. Nos actionnaires avec. Un petit air de Metallica. Bah ouais. Master peut ça me peut un song. De signer mon smashing your domes. Bleu Bamir, can see your fog. Master. Bonjour mademoiselle. On est dans une manifestation en solidarité à tous ceux qui sont en train de lutter au Brésil pour plus d'éducation, plus de dignité de vie, contre toutes les désappropriations qui ont eu lieu au Brésil pour la construction de toute l'infrastructure pour la Coupe du Monde. Pour faire part du soutien que nous avons avec le peuple brésilien, quel qu'il soit, les peuples autochtones aussi, les peuples indigènes, qui ont payé le prix fort pour ce mondial. Mais aussi, il faut rappeler que pour mettre en place cette Coupe du Monde aujourd'hui, le gouvernement du PT il a accordé avec FIFA une préparation basée sur la répression de mouvements sociaux, basée sur la répression des travailleurs qui sont en train de manifester au Brésil aujourd'hui pour une condition de vie beaucoup plus digne. Le sport, c'est pas ça. Les Brésiliens, ils ont le cœur fendu. C'est pas la fête attendue parce qu'on l'essaye. FIFA est aujourd'hui une organisation qui fait ce qu'elles veulent, où elles veulent, et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un organisme qui n'a pas lieu d'être. Cette mondialisation, enfin, comme on en parle du football, en plus de ça, il n'y a pas. Les gens qui sont passionnés de football n'ont pas besoin de groupements, obscurs. C'est un mondial qui coûte excessivement cher. Et finalement, c'est à la charge du peuple, c'est un impérialisme. Dire stop au massacre post-colonisation, pour dire on arrête, il est temps de décoloniser et il y en a marre que ce soit toujours les peuples qui sont proches de la terre qui souffrent. Et là, on soutient et on existe, nous aussi, quoi. L'installation du mondial avec les expropriations, les créations de populations SDF, les rues qui ont été nettoyées, notamment avec le peuple Guarani qui a payé un lourd tribut, un très lourd tribut au nom d'un sponsor du mondial et des futurs Jeux Olympiques qui s'appelle Coca-Cola. Et le peuple en lui-même
subit des dépenses drastiques, énormes. C'est un mondial qui coûte excessivement cher. J'étais de passage et j'ai su qu'il y avait une manifestation contre ce qui se passe au Brésil comme violence contre la population qui n'a pas eu de chance d'être un peu aisée, à avoir un toit. Et là, on est en train de les chasser un peu partout. Et moi, je suis contre ça parce que ça montre un petit peu le capitalisme sauvage. Ils gagnent beaucoup plus que la plupart de la population. Donc, on dirait que les salaires d'un footballeur, ça devrait aller pour payer l'éducation et la santé. C'est là qu'ils font des lois pour protéger cette FIFA, cette Coupe du Monde. On ne voit pas, c'est les trois singes, c'est ça? On ne voit pas, on n'entend pas. Taisez-vous, on s'en fiche de votre souffrance. C'est pitoyable. Il faut boycotter cette Coupe du Monde. Et toi, Richard? C'est beau. Et toi, tu vas Je boycotte. Tu boycottes? Je boycotte. La Coupe du Monde, ça va créer encore plus de misère. Il y a plein de peuples autochtones qui vont être complètement déracinés. On va les expulser de leur maison. Il y en a marre du capitalisme. On est là pour dire qu'il y en a marre du capitalisme. Il faut dire aux gens, le foot, c'est prendre un ballon en bas de chez soi et voilà, c'est ça le foot. C'est pas 10 milliards pour la FIFA, tout ça. Puis là, je représente le mouvement Idle No More qui signifie plus jamais inactif. En réaction à tous les peuples autochtones du monde qui se font opprimer partout dans le monde. Pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Ici en Europe, à Brocéliande, les peuples ethniques d'Afrique, en Asie, partout. A coûté des millions et des millions aux Brésiliens, la population crève de faim et les métrovières se font licencier par les autorités. Les favelas ont été totalement détruites et les gens n'ont pas été relogés. Et il n'y a pas d'argent pour l'éducation ni pour la santé. Et à côté de ça, on dépense des millions. Donc on soutient le peuple brésilien qui est en train de lutter. C'est une juste révolte par rapport à l'injustice qu'ils subissent et ça me touche d'autant plus parce que le football, ça me parle quand même, c'est mon enfance. Mais le courage, mais qui est très limité de ma part, je boycotte, je ne vais pas regarder une image et ça, c'est une vraie solidarité, n'est-ce pas? Le dire, c'est une chose, mais le faire, je m'avance et je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boycotter, à mon avis. Ah, moi je boycotte total. Je ne vais pas dans les restaurants où il y aura des matchs. Je vais nulle part où il y aura des écrans télé avec des matchs. Dis-moi, est-ce que tu vas boycotter le foot, toi? Écoute, on est là d'abord pour protester contre la coupe du sang. C'est la coupe du monde du sang des ouvriers, des indigènes et des pauvres là-bas. Et on boycotte le foot, ras le foot, ras le foot frites, ras le foot frites, ras le foot frites. Oui, c'était la présidente. C'était la présidente. Et Blatter, le représentant des FIFA. Tous les deux ensemble pour la répression au Brésil. Et la liberté. Elle aura lieu de toute façon, mais moi personnellement, je fais pas partie de cette grosse fête parce qu'il n'y a rien à fêter en fait. La manifestation de Sao Paulo encore aujourd'hui a été très réprimée et qu'il est hors de question qu'en fonction et que surtout des militants syndicaux et des militants des mouvements sociaux ont été arrêtés hier au nom de la prévention, etc. et tout, ce qui est un véritable scandale, chez eux, avec des perquisitions emmenées, etc. Donc il n'est pas question de ne pas relâcher la pression. L'important, c'est qu'on se retrouve le 23 à la Bourse du Travail. Il y a un débat, et je rappelle qu'il y a
un moyen d'être en lien avec un mail notamment qui s'appelle La Coupe est pleine @ouvaton.org. Et surtout, on se retrouve le 23 à la Bourse du Travail, mais je crains malheureusement qu'on ait peut-être à se retrouver rapidement. S'il y a répression, on se retrouvera et on reviendra. Olé, 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 la FIFA, on n'en veut pas. Olé, 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 la FIFA, on n'en veut pas. Jeune dame, est-ce que vous regardez le mondial, vous? Le mondial de football, ça vous intéresse pas du tout? Non, pas du tout. Oui, beaucoup. Oui, bien sûr. Je regarde pas parce que ça m'intéresse pas. Je comprends rien. Je vois qu'il court. Pourquoi il court? Pour un petit truc. Non, et puis avec tout ce qui se passe au Brésil, ouais, je suis pas très d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pendant que votre copain ou votre mari regarde le football? Je promène. Je m'occupe de moi, je bouquine, je me repose, voilà. Moi, je fais ma vie normalement. Ouais. Oh mon Dieu, elle a des tâches multiples. Vous savez, elle prépare à manger. D'ailleurs, vous voyez, je ne suis pas trop maigre. Et puis, mon Dieu, elle est charmante. Elle s'occupe. Des fois, il lui arrive même qu'elle s'occupe du ménage. Au feu de Dieu. Mais elles râlent, elles sortent. Elles font des histoires à leur mari, c'est dommage. Elle chante la Tosca en si bémol galvanisé tellement elle est désabusée. Un mari qui regarde le foot, mais c'est pas possible. Moi je m'engueule avec des femmes, oui mon mari, oui. J'ai dit mais laissez-le, il est heureux, il est dans sa télé. Au moins il vous trompe avec le football, c'est mieux qu'avec une femme. Tu crois que pour le moral des gens c'est bien le mondial, même si on n'aime pas le foot? C'est quelque chose qui permet aux personnes peut-être de sortir de leur quotidien, d'oublier leurs soucis, de rêver un petit peu. Donc pourquoi pas, c'est bon enfant. C'est faire sortir le côté enfant qu'on a tous au fond de nous. Ça fait un plaisir de regarder la Coupe du Monde et de gagner, bien faire. On trouve au moment, au final, un sujet de rassemblement. On est complètement embarqués, voulez-vous dire. De voir cette vivacité, cette rapidité, ils sont là, mais c'est super. Moi, je trouve que c'est un bon plaisir. Ça redonne le moral aux Français, on en avait besoin. On oublie la politique là, qui est fatigante, on oublie les différences, on est tous unis. Ça nous permet d'effacer les soucis de la vie en pensant à des choses, peut-être des perspectives peut-être plus heureuses, ce que je souhaite ô combien. Et j'espère que ce coup-ci, nous allons avoir la chance peut-être de ramener la Coupe du Monde. Il n'est pas interdit de rêver, votre honneur. C'est la place de la République, c'est un rassemblement pour combattre pour la fermeture des abattoirs. Voilà, nous sommes sensibles à la cause animale et on peut vivre sans tuer. Je suis là pour dire qu'il faudrait fermer les camps de concentration et les abattoirs. Fermer les abattoirs et les élevages et les bateaux de pêche, tout ça. C'est la même chose, c'est la même souffrance des animaux qui voulaient vivre. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. On est la voix pour les animaux, pour les soutenir et faire comprendre aux gens qu'on peut se nourrir autrement. Pour leur ouvrir les yeux, malheureusement, il faut ces images-là. Ce sont des images de réalité et effectivement elles sont horrifiantes et il est temps de se rendre compte que voilà, massacrer les animaux, on ne peut pas continuer. Son travail consistera à extraire de jeunes poulets des caisses où on les a empaquetés. Puis tu les suspendras par les pattes, tête en bas. Jour après jour, année après année, tu verras des oiseaux battre désespérément des ailes, tandis que la chaîne les tractera vers la lame qui va leur trancher le cou. Et au soir de ta vie, tu pourras penser, j'ai été les bras qui répandent la peur et la mort. J'ai été un rouage du système qui fait naître des animaux dans le but de les tuer. Sortis copains comme cochons à l'élevage Poulenec. Les enfants assisteront à la castration d'adorables porcelets âgés de quelques jours seulement. Ils verront les employés saisir les petits cochons par les pattes arrière et les tenir bien coincés entre leurs genoux. On leur montrera comment tirer sur les testicules une fois l'incision faite et comment couper le cordon. Mais c'est la vérité. On ne cache pas la vérité. On montre la vérité à ceux qui refusent de la voir. Le problème, c'est que les gens refusent de voir, ne veulent pas entendre parler, mais ceux qui acceptent de voir la vérité, ils ne peuvent qu'être sensibles. Je n'utilise aucun produit animaux, ni sur moi, ni dans mon assiette. On n'est pas en carence, on a la joie de vivre, on est aussi des bons vivants, mais on a refusé de manger des animaux. On peut très bien vivre sans cruauté, sans tuer. Est-ce que vous êtes motivés? C'est notre cauchemar. Fermons les abattoirs. Notre cauchemar. Fermons les abattoirs. Pour les veaux. Pour les poules. Pour les cochons. Liberté pour tous.
pense qu'en fait, il y a une industrialisation et quelque part, on prône les bénéfices de la viande alors qu'en fait, on peut tout à fait se nourrir en mangeant des protéines végétales. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour faire prendre conscience aux gens qu'on peut changer, qu'on peut évoluer. Vous êtes un ange, vous? Dis-moi, c'est quand on mange plus de viande qu'on devient un ange, peut-être? Effectivement, parce qu'on fait plus souffrir les animaux par l'exploitation et puis ils sont plus assassinés et on peut manger super bien des choses délicieuses. Je suis végétalien, donc je ne mange ni des animaux et dans les animaux, il faut bien dire que dans les animaux, il y a également le poisson, parce que bien souvent la confusion est faite, et ni de sous-produits animaux, donc c'est-à-dire tout ce qui est laitage, œufs, lait, qui est source de souffrance énorme. Quant à moi, je suis végétalienne maintenant. D'accord. Je ne consomme aucun produit d'origine animale, donc je me sens très bien comme ça avec moi-même. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de problème. Pas de cholestérol, le cœur ça va, le cerveau ça va? Tout va bien là, tout va bien. Justement, il faut arrêter de tirer le diable par la queue. C'est fini là, il y en a marre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, de se nourrir différemment, on a ces possibilités-là. C'est un choix personnel d'éthique contre la souffrance animale, dont je n'étais pas consciente avant parce que j'adorais manger de la viande et j'adorais cuisiner. Donc je me sens vraiment beaucoup plus heureuse, beaucoup plus libre. Je suis en accord avec moi-même et franchement j'ai une santé florissante. Déjà quand on pense qu'on vide un tiers de la mer pour nourrir des animaux qu'on va manger. Exactement. Et qu'on détruit des forêts pour créer des champs de céréales, pour des animaux qu'on va manger alors qu'on sait que la planète est en danger pour la survie de l'humanité. Donc au-delà de l'émotion évidemment que je ressens profondément pour la cause animale, il y a aussi des raisons objectives. Donc même les gens qui n'aiment pas les animaux, l'humanité ne pourra pas survivre si on ne change pas de façon de vivre. Parce que moi je suis une ancienne carnivore, donc je ne vais pas juger les gens, c'est un peu comme les anciens fumeurs. Hein. Ouais. Quand on a fumé, qu'on arrête de fumer, on se rend compte que c'était une bêtise. Ouais. Ben, c'est un peu pareil avec la viande. Non, il ne faut pas juger les autres parce qu'on ne peut pas les libérer si on les juge. Ça c'est une chose. Et je pense que c'est une prise de conscience, on y vient tous par un chemin différent. Mais si on est intelligent et qu'on a une intelligence objective de survie de l'humanité, on doit fermer les abattoirs parce qu'il y a une violence aussi dans les abattoirs qui provoque la guerre. Ah oui. Oui, Tolstoï a dit que pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, il fallait fermer les abattoirs. Gandhi aussi était contre la souffrance animale, parce que ce sont des grands penseurs, il y en a d'autres. Dites-moi, ça a changé quoi dans votre vie de ne plus manger de viande? Ça a changé que je me sens plus coupable de manger d'animaux, de plus cautionner la souffrance tout simplement. Et aussi beaucoup mes rapports avec les gens. Et il faut aussi énormément de compréhension et d'encouragement et pas seulement de l'agression qui ne sert à mon avis qu'à braquer les gens si c'est fait que par agression. Il faut vraiment faire énormément d'efforts de communication et encore une fois de prendre sur soi. Et c'est vraiment comme ça en fait qu'on avance quoi. Et qu'on arrive à amener les gens à s'intéresser aux choses et qu'on peut vraiment leur exposer les arguments. Mais voilà, le plus gros problème que j'ai eu en fait en devenant végétalienne, c'est pas du tout ce que je mettais dans mon assiette quoi. Ça c'était très très vite réglé. C'est la communication avec les gens quoi. Apprendre à manger, à changer son alimentation, ça m'a pris une semaine. Ça m'a donné une conscience et j'étais fière de ça, d'arrêter d'exploiter et de contribuer à la souffrance animale. Je vais très bien. Ni diabète, ni cholestérol, tout va bien. Je me suis jamais sentie aussi bien, non seulement pour ma conscience et physiquement, je n'ai jamais été aussi épanouie. Avec les gens aussi, parce que je pense que quand on respecte les animaux, on respecte aussi les animaux humains. Et donc, oui, avec les gens aussi finalement. Voilà, chacun son libre choix. Je sensibilise les gens effectivement au fait qu'ils mangent des vies qui ont été supprimées. Et je suis hyper fière de mon combat, de mon choix. Et j'espère que beaucoup d'autres nous suivront vraiment. Les animaux qu'on les laisse en paix, en paix, en paix. Les animaux qu'on les laisse en paix, en paix, en paix. Qu'on les laisse en paix, en paix, en paix, en paix. Quel animal vous correspond le
caractère? Oh, le paresseux, parce que j'ai pas envie de travailler. Le lion, je suis agressif. J'ai les cheveux comme les lions, ils sont comme ça bouclés, trop drôle. Le tarsier, c'est un lémurien de petite taille et avec des gros yeux. Il a apparemment un trait de caractère. Son cerveau fait presque la taille de son œil en fait. Donc, Un requin, il est plutôt agressif, on dit ça comme ça. Vous le voyez un peu, un peu sur les nerfs. Le renard, c'est vicieux, ça attaque les petites poules, c'est plutôt le chameau, ça boit beaucoup. Je sais pas, le singe, parce que je suis un peu fou. On dirait pas comme ça. Hein. Le lama, ça a une coupe de cheveux à chier et c'est rigolo. Et quand je suis énervée, je crache. Le poney, parce que c'est chiant, c'est petit et que ça pue. Le cheval, il est vif quoi. Une personne de compagnie quoi. Le chat, c'est la délicatesse, le chat c'est délicat, mais on les caresse comme les femmes, voilà. On les caresse et c'est gentil. Vous pouvez imiter le chat, faire le chat? Ça va pas nous. Peut-être aux chiens. Ils aiment ou n'aiment pas, ils sont sincères, ils sont fiables et on peut compter sur eux. Je me sens identifiée avec ses principes et ses façons d'être. Un mélange entre chat, paresseux et plein de choses. Pourquoi le chat? Le côté indépendant. Le lion, je rugis à la moindre contrariété, enfin, je sors les griffes. Je suis très sensuelle. Le chat, c'est mignon, c'est léger, c'est féminin. Tu l'as déjà dit? De quoi? Que t'étais un chat? L'oiseau. L'oiseau? Lequel oiseau? Je me présente Bella. Vous êtes quel genre d'oiseau? Un condor. Lion, parce que je suis un lion moi. Quelqu'un qui n'abandonne pas, quelqu'un qui va toujours au fond de la bataille, à la fin de la bataille, il est toujours là au présent et à la fin. Je dirais peut-être l'ours, parce que j'aime bien dormir, j'aime bien être genre qu'on m'embête pas, bien paresseuse. Moi j'aurais dit la marmotte, parce que je suis une marmotte, je dors vraiment tout le temps. Le matin quand je me réveille, il y a toujours mon père qui me dit ah ça va la marmotte ou un truc du genre. J'aime bien observer, donc on va dire une girafe. Le cheval, parce que c'est un animal qui a un peu du peur des choses nouvelles, mais il a la force pour suivre et l'animal de manade, on dit en français, des groupes. Bonjour, on peut vous poser une petite question? Ah, vous arrêtez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer à l'été, pour être au top de la forme? Bien manger et moins faire la fête. Moins faire la fête? Juste un peu moins. Moins que quoi? Que d'habitude. Marcher. Et si on n'a pas le temps, tricher, monter les escaliers, j'imagine boire. Et puis tout ce qu'on sait déjà, pas grignoter, voilà quoi. On arrête de manger gras et puis on va à la salle de sport, voilà, on court, on se détend et on ouvre un bouton de chemise. Je m'expose au soleil un petit peu avant l'heure, j'hydrate ma peau. Et je vais chez l'esthéticienne. Moi je travaille pour le Club Med, personnellement je fais les saisons pour le Club Med. Je me mets en condition, après le boulot je vais me détendre sur la plage, il y a le soleil, on va se poser avec les collègues. On pense tous au maillot de bain, donc à la ligne, au régime et à la garde-robe qui va changer. On voit déjà les vitrines qui commencent à changer dans les magasins, ce qui donne un peu envie de faire du shopping, donc on attend toutes les soldes je pense. Je mange moins. Moins, et vous avez pas faim? Si, mais on s'habitue. Même avec cette sensation de faim, on se sent mieux. Pas les premiers jours, mais après, ouais. Je mange plus beaucoup. Ah, carrément. Ah ouais? Mais vous avez pas faim? Déjà quand on a chaud, on n'a plus beaucoup d'appétit. Ouais. C'est important pour vous de prendre plus de soin l'été que l'hiver? Oui. On est plus dans les manteaux, on voit tous nos boulettes. Il faut se raser de près, il faut faire du sport. Il faut se faire le maillot. Le maillot, alors effectivement, de temps à autre, ça m'arrive, voilà. Faut pousser la muscu. Si? Bah oui. Ah ouais? Pour le sport. Ouais. C'est pas l'été, c'est toute l'année. Il n'y a pas que l'été pour faire le sport. Là, je vais au coiffeur, par exemple. Ah ben voilà. Ah, voilà. Moi, ça dépend parce que quand je pars en Bretagne, je ne fais pas du tout attention, comme il fait froid et il pleut. Par contre, effectivement, cet été, on part dans le sud. Donc là, je réalise que nous n'allons pas en Bretagne. Et effectivement, là, il va falloir que je fasse un peu plus de sport. Là, au lieu de prendre le métro, vous voyez, je suis venue à pied. Sinon, de toute façon, je mange équilibré régulièrement. J'essaye d'avoir le moral. Manger des carottes bio. Les carottes bio, elles sont plus sympas que les carottes... Oui, elles ont plus de goût, vraiment. Qu'est-ce que vous faites pour préparer votre corps à l'été? Je viens de la Réunion, donc il est déjà prêt. On enlève des vêtements déjà, ça fait du bien. Je mange beaucoup de gâteaux. Je prends le maximum de sucreries. Ça me permet d'avoir un régime à faire après. Ouais, et donc ça vaut le coup tous ces efforts pour séduire, c'est la saison des amours, c'est se montrer. Non, mais je me dis aussi que c'est bien aussi pour soi-même. Qu'est-ce que vous espérez pour l'été du coup là? L'été arrive?
Du soleil, de la chaleur et de la bonne humeur. On espère changer un petit peu, mais pas trop. Est-ce qu'on se découvre certainement au niveau des habits, mais est-ce qu'on se découvre soi-même, c'est autre chose. Même si vous n'avez pas forcément les moyens d'aller en vacances, allez à Deauville, au bord de la mer, un petit rayon de soleil, on enfile le maillot et on se fait plaisir. Vive l'été, vive la plage, vive les vacances. C'était Pauline. Merci. Et on va enchaîner avec un morceau presque l'hymne de l'école de musique du quartier, Landreau. Ça, c'est la fête du quartier. Alors ce morceau, il fait ça. Du quartier des Fougères. Et là, c'est l'association Made in Music qui est dans le quartier et qui est une école de musique. C'est un tournoi de foot à la base. Les coupes, c'est pour les vainqueurs. C'est l'éducation par le biais du sport. Ben là, c'est un tournoi de foot, mais c'est inciter à l'ouverture à plus de sports, que ce soit le tir à l'arc, l'équitation, les sports qui ne sont pas forcément accessibles aux gens des quartiers. Voilà, on va essayer de faire en sorte que la jeunesse s'épanouisse à travers le sport, l'éducation, l'instruction. C'est quoi ton rôle ici, toi? Moi, c'est d'apporter une pierre à l'édifice. Donc sur le côté événementiel sportif, ils sont contents, ça fait plaisir. C'est ce qu'on recherche. Merci.
Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici c'est la pêche à la ligne. Ah d'accord. On gagne des bonbons. 3 poissons, des bonbons. Oh génial. T'as tout mangé? Monsieur. J'ai dit prends. Nathan Bilal pour merci. Bonjour. Bah voilà, en fait on a un stand de gâteaux. En fait on récolte des fonds pour faire parce qu'on veut fonder une association. Et pour l'instant vu qu'on n'a pas assez de fonds, et ben on veut juste distribuer des paniers repas pour les SDF pendant juillet, août. L'argent elle est pour ça. Bravo. Super chouette, parce qu'on participe, alors c'est cool. Pour vous quitter, on a besoin de tous les élèves pour le fameux Seven Nations Army. Magnifique, c'est superbe, c'est magnifique. Ils sont très beaux, ouais. Très beaux, très bons. Et ce qui est admirable, c'est de faire jouer ensemble des enfants qui ont par nature pas vocation à jouer ensemble. Ils ont beaucoup de mal à... C'est magnifique ce qu'ils arrivent à faire, je trouve ça extraordinaire. C'est excellent de voir tous ces jeunes se donner à fond. C'était des jeunes qui n'étaient pas forcément censés se rencontrer et ils se rencontrent et ils font quelque chose de merveilleux. Donc nous sommes fiers d'habiter dans ce quartier. Voilà. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de partager des moments ensemble et apprendre à se connaître. J'ai vu le quartier évoluer parce que je suis arrivée il y a 17 ans de ça. Ah oui. Et c'était un quartier où personne ne voulait venir et maintenant tout le monde s'arrache les appartements pour venir. Bon, moi je venais d'Aulnay-sous-Bois donc je trouvais que c'était très bien. Et maintenant c'est notre Neuilly du 20e. L'association Disco Soup qui est là-bas, ici. On vous a préparé une salade carottes, j'arrive pas à parler, écolo. Très naturel, écolo et surtout récupéré avant que les supermarchés les jettent à la poubelle. Mais on allait les voir et ils nous ont réservé, ils nous ont mis de côté toutes ces choses-là qu'elles allaient être jetées à la poubelle. On fait souvent pour 200 personnes. Et le principe, c'est que le matin, on les découpe avec les enfants. Donc tout ça, ça a été lavé sur place. Et ensuite, on a découpé avec tous les enfants ici. Et ça... Est-ce qu'il y a toutes les équipes là? On va vous annoncer les demi-finales. Donc les demi-finales, c'est le résultat des premiers et deuxièmes de chacune des poules. Il y avait 2 poules, vous les avez présentées ce matin. Les 2 premiers de chaque poule, ils se rencontrent en demi-finale. Donc les demi-finales, la demi-finale numéro 1, Méninos contre PFC 1. C'est qui est Méninos? PFC 1. Ok. Et la demi-finale numéro 2, Dortmund contre FC Clichy. Dortmund, levez la main. Allez les gars! On fait partie du comité révolutionnaire anti-palette. Et dès qu'on voit une palette dans la rue, on l'attrape et voilà. Tu lui arrives à la palette? Alors, dis-le à toutes les palettes que tu croises dans la rue. Faites attention, on vous a à l'œil. C'est la première récolte.
Et là, on va aller planter des choses qu'on nous a offertes. Et on prépare un compost. On récupère tout ce qu'on trouve dans la rue. Ils font les bacs. Et on propose aux enfants de peindre les bacs. On fait travailler les enfants. Comme ça, après, on va un retour sur investissement. Voilà, là, mon fils, il travaille. Je l'ai mis aux palettes pendant toute l'après-midi. Ça fait plus de 10 ans qu'on est là, donc on a vu les travaux, etc. On a vu ce jardin, le skatepark. Puis il y a plein de choses qui sont installées. Il y a une assoce là, qui est là, la cyclofficine. Voilà, mon fils adore, il y va. Voilà. Pour une fois, c'est un truc, il n'y a rien de payant, quoi. Chacun amène ce qu'il faut et c'est un peu dans l'esprit de troc, l'esprit partage, quoi. Tout le monde nous parle de cyclo-officine. Ouais. On fait quoi ici alors? On répare des vélos. C'est ça? Enfin on répare, on montre aux gens comment réparer leur vélo, les gens apprennent à réparer leur vélo, ils le réparent eux-mêmes, nous donnent les conseils. On récupère tout ce qu'on trouve dans la rue. Et on propose aux enfants de peindre les bacs. Là, on récupère des toilettes, des baignoires, des lits et on refait un appartement dans un jardin.